notre objectif était de parler des exoplanètes, puisqu'elles font beaucoup parler d'elles dans la presse en ce moment, et elles éveillent tout particulièrement notre intérêt. Et puis peut-être de parler également de la création de la Terre, puisque je crois qu'il y a un grand colloque qui va s'organiser à la fin du mois à Nice, qui rassemble de multiples scientifiques autour de cette question. Et il semblerait qu'on ne sache pas encore tous les secrets de notre bonne vieille Terre. Alors, pour commencer par les exoplanètes, j'ai envie de vous poser la question, qu'est-ce que c'est exactement une exoplanète? Bon, tout d'abord, bonjour à tous. Donc, une exoplanète, c'est une planète qui tourne autour d'une autre étoile. Donc, autour du Soleil, il y a 8 planètes connues, Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Et après, il y a beaucoup d'autres étoiles dans notre galaxie. Il y a 100 milliards d'étoiles dans la galaxie et il y a beaucoup de galaxies dans l'univers. Donc la question, pendant très longtemps, est-ce que l'existence des planètes autour du Soleil est une anomalie du Soleil, ou est-ce que la plupart des étoiles, ou toutes les étoiles, ont des planètes autour d'elles? Il faut savoir, par exemple, que Giordano Bruno, il avait osé proposer l'idée que chaque étoile avait un cortège de planètes, dont certains pouvaient être semblable à la Terre, donc abriter la vie, et il a été brûlé pour ça. Donc c'est quelque chose, c'est une question très importante que l'humanité se pose depuis des siècles, et donc la réponse n'est pas banale. Aujourd'hui, on sait répondre parce que ces planètes autour des autres étoiles, on les détecte, on les voit par des méthodes directes ou indirectes, on peut parler si vous voulez, sont plus techniques. Mais donc elles existent. Aujourd'hui, on connaît environ 3500 planètes qui tournent autour d'autres étoiles que le Soleil, et on connaît 450 systèmes planétaires, c'est-à-dire des systèmes de plusieurs planètes autour de la même étoile. Et alors, pour vous tenter, là, bon, je passe un peu, mais je vais vous montrer quelque chose d'extraordinaire. Ça, c'est pas un dessin, ça c'est une image. C'est une image d'une étoile avec 3 planètes. Et on les voit, 4 planètes, pardon, celle-ci, celle-là, celle-ci et celle-là. Ça, c'est 4 planètes autour de cette étoile qui s'appelle HR 8799, qu'on voit au télescope. Et année après année, il y a les dates qui défilent en bas, on les voit bouger, parce qu'elles tournent autour de leur étoile parente. Donc, c'est des planètes un peu bizarres, c'est des planètes très très massives, sont beaucoup plus massives que Jupiter, elles ont environ 10 fois la masse de Jupiter, sont très distantes par rapport à leur étoile, c'est pour ça qu'on peut les voir, parce qu'on a des problèmes à voir directement une planète quand elle est très près de l'étoile, parce qu'il y a un contraste énorme de luminosité entre l'étoile et la planète. Donc, ce sont dans ce type de planètes qu'on arrive à voir directement. La plupart des planètes extrasolaires qu'on découvre, on déduit leur existence en observant l'étoile, parce qu'on voit l'étoile bouger, un reflet du mouvement de la planète, ou alors on voit une petite éclipse quand la planète passe devant l'étoile. Alors ce qui intéresse tout particulièrement les astronomes ou les scientifiques, c'est ces planètes qui sont à une juste distance de leur étoile pour éventuellement contenir de l'eau, voire de la vie. Bien sûr, donc il y a un concept qui est le concept de la zone habitable. Alors pour que la vie puisse se développer sur la surface d'une planète, telle qu'on connaît la vie, on connaît un seul cas, la vie terrestre, mais l'eau est fondamentale. Donc il faut que la planète puisse avoir de l'eau liquide à sa surface. Et on ne peut pas être n'importe où et avoir de l'eau liquide à la surface, parce que si on est trop près de l'étoile, il fait trop chaud, parce que l'étoile rayonne trop, et donc l'eau évapore. Et en revanche, si on est trop distant, il fait trop froid, et donc l'eau gèle. Et la vie a besoin d'eau liquide. Donc, on a identifié le concept d'une zone habitable, donc c'est une gamme de distances à laquelle il ne fait ni trop chaud ni trop froid. Donc, a priori, l'eau pourrait être stable sous forme liquide en surface. Après, c'est juste une condition nécessaire, c'est pas suffisant. Il faut aussi que la planète ait suffisamment de masse pour garder cette eau. Il faut qu'il y ait une atmosphère, parce que s'il n'y a pas d'atmosphère, l'eau évapore, on ne peut pas rester sous forme liquide s'il n'y a pas de pression. Etc. Il ne faut pas qu'il n'y ait pas trop d'eau non plus, parce que s'il y a trop d'eau, elle peut être liquide en surface, mais c'est la gelée en profondeur, parce que l'eau gèle s'il fait trop froid ou si la pression est trop élevée. Et donc sur des planètes très massives, même si elles sont couvertes d'eau, il y aura de l'eau liquide en surface, mais de la glace en dessous qui sépare l'eau liquide des roches. Et l'eau en soi est stérile, donc pour pouvoir développer la vie, il faut que l'eau puisse réagir avec les roches, par un processus d'érosion et de réaction. C'est les roches qui donnent les nutriments, l'eau en elle-même ne
c'est un milieu stérile. Donc voilà, être dans la zone habitable, c'est juste une condition nécessaire, c'est pas une condition suffisante pour affecter la vie. Et puis évidemment, on ne connaît rien sur les mécanismes qui permettent à la chimie d'évoluer, une simple chimie organique, donc chimie du carbone, vers une complexité extraordinaire qui est la vie. Qu'il faut que l'eau soit liquide pour qu'il y ait de la vie, mais est-ce que c'est pas une conception terrienne, si j'ose dire? C'est une conception terrienne, mais en connaissant comment les vivants fonctionnent, c'est très difficile de trouver un substitutif de l'eau. L'eau, c'est pas simplement un liquide quelconque, a des particularités bien spécifiques dues à la polarité de la molécule d'eau. Il n'y a pas d'autres éléments chimiques qui ont les mêmes propriétés. Donc les gens qui... Il y a des gens, c'est pas moi, hein, bien sûr, qu'il y a des biologistes théoriques qui cherchent à comprendre quelles pourraient être les formes, les structures alternatives à la vie, et ils ont du mal à trouver vraiment des alternatives à une vie basée sur l'eau comme solvant et sur la chimie du carbone. Il y a eu des tentatives d'imaginer des vies basées sur des chaînes, des molécules de silicium, etc., mais ils n'ont pas la même propriété des molécules basées sur le carbone. Et les autres liquides, les autres solvants n'ont pas la même propriété de polarité de l'eau. Donc on n'en sait rien, parce qu'évidemment on connaît que la vie sur Terre, mais on a un peu du mal à imaginer une vie qui ne partage pas ces principes de base avec la vie que nous connaissons. Si on parle des exoplanètes en ce moment, j'imagine que c'est lié au développement technique extraordinaire. Qu'en est-il de ce développement au niveau des télescopes, au niveau des moyens d'investigation divers? Donc la première planète extrasolaire fut découverte en 1995. Évidemment, c'est le développement des techniques observationnelles qui a permis ça. Parce que les planètes sont très petites par rapport à leur étoile, ne sont pas brillantes par rapport à leur étoile. Donc les effets qu'elles produisent sont très faibles. Donc il faut des télescopes assez grands, mais surtout des instruments très très précis. Et donc ces instruments sont développés, et bon, avec les progrès techniques, on arrive à détecter des planètes de plus en plus petites. Donc évidemment, on voudrait à la fin connaître les planètes de type terrestre. Les premières planètes qui ont été découvertes, donc 1995 jusqu'à 2005, c'était plutôt des planètes géantes, plutôt des planètes comme Jupiter. Aujourd'hui, on commence à détecter des planètes qu'on appelle des super-terres. Donc c'est des planètes un peu bizarres, parce qu'on n'en a pas dans les systèmes solaires. C'est des planètes qui ont une masse de l'ordre de 5-10 masses terrestres, donc intermédiaire entre la masse de la Terre et la masse d'Uranus. Donc il n'y en a pas ici, chez nous. Chez nous, dans le système solaire, il y a soit des petites planètes comme la Terre, soit des grosses planètes. Donc Uranus et Neptune ont 17 masses terrestres, après Jupiter et Saturne ont 300 et 100 masses terrestres respectivement. Donc il n'y a rien entre une masse terrestre et 17 masses terrestres. Alors il se trouve que les planètes de 5-10 masses terrestres sont les plus abondantes dans la galaxie. Et donc c'est ironique, mais les planètes les plus abondantes de la galaxie ne sont pas autour du Soleil. Voilà. Ce qui déjà fait penser, fait réaliser que notre système solaire reste quand même quelque chose d'un peu spécial par rapport à ce qu'on voit ailleurs. Mais avec les progrès de la technique, on découvrira des planètes de plus en plus petites, et les progrès de la technique continuent. Donc l'Europe est en train de construire, on va parler de l'Europe, hein, en train de construire un télescope géant, le ELT, Extremely Large Telescope, 39 mètres de diamètre. Un de ses objectifs principaux, c'est de découvrir des exoplanètes de plus en plus petites, de plus en plus semblables à la Terre. Il y aura des instruments de nouvelle génération pour faire cela. Et l'Agence spatiale européenne va lancer en 2024 un télescope spatial qui sera dédié à la recherche de planètes extrasolaires aussi. Combien de planètes semblables ou presque semblables à la Terre ont été découvertes aujourd'hui? Alors, il faut s'entendre sur le mot semblable. Donc, si semblable, c'est une masse terrestre autour d'une étoile comme le Soleil dans la zone habitable, la réponse est aucune. Après, si on parle des masses terrestres, mais n'importe où, donc aussi plus près du Soleil, très chaudes, plus près de leur étoile, donc beaucoup plus chaudes que la Terre, donc certainement pas habitables, il y en a, certainement. Et après, on connaît même des planètes qui sont plus petites que la Terre, mais tournent autour des étoiles qui sont elles-mêmes très petites par rapport au Soleil. Donc le vrai cas Soleil-Terre, on ne l'a pas encore découvert, mais c'est aussi dû à des biais observationnels. C'est la Terre autour d'une étoile
relativement massif comme le Soleil, à une distance de 150 millions de kilomètres, qui est notre distance du Soleil, c'est un cas particulièrement difficile à détecter. Pourquoi? Parce que la Terre est à la fois trop près du Soleil pour pouvoir la voir directement, comme dans l'image à l'écran, mais elle est trop loin du Soleil pour pouvoir la détecter indirectement par l'effet qu'elle induit sur l'étoile, l'oscillation qu'elle induit sur l'étoile, qui nous permet de détecter des planètes. Donc, avec la mission spatiale de l'Agence spatiale européenne, qui s'appelle Plateau, on devrait enfin pouvoir découvrir des planètes de masse terrestre à une distance équivalente à la distance Terre-Soleil. Les scientifiques sont convaincus qu'il en existe et de nombreuses. Oui, bon, certainement. Disons, il n'y a pas de raison que ce qui s'est fabriqué autour du Soleil ne se produise pas ailleurs. Mais selon les modèles théoriques, là, bon, c'est plutôt moi qui parle, parce que c'est mon boulot. Mon boulot est vraiment développer des modèles qui permettent de comprendre, expliquer la formation planétaire, reproduire les observations. Pour former une planète comme la Terre, avec les caractéristiques terrestres, aussi géophysiques et chimiques, il faut toute une série d'événements qui s'enchaînent, qui ne sont pas très probables. Et en particulier, l'enchaînement de ces événements n'est pas très probable. Donc, mon sentiment est que des systèmes planétaires semblables au système solaire, et donc une Terre semblable, une planète semblable véritablement à la Terre, doit être relativement rare. Donc relativement rare, ça veut dire que statistiquement, l'étoile qui aura le système semblable au nôtre est très loin, parce que le nombre des étoiles augmente avec les cubes de la distance. Donc si vous voulez, j'ai dit un chiffre à hasard, mais si c'est une étoile de tous les millions d'étoiles qui ont un système planétaire comme les nôtres, il faut aller à une distance suffisante pour avoir 1 million d'étoiles dans notre échantillon. Donc il faut commencer à aller très loin. Et ça pose un problème, parce que plus on va loin, moins bien on détecte, évidemment. Tout devient plus difficile. Et donc, à mon avis, c'est pas demain qu'on découvrira une véritable planète jumelle de la Terre. Jusqu'où on peut voir ou observer de manière indirecte au travers de... On peut voir relativement loin, mais ça dépend des planètes. Donc, les planètes géantes sont plus faciles à détecter, donc on peut les voir même très loin de nous. Donc, pour le moment, les planètes extrasolaires sont découvertes autour d'étoiles qui se trouvent à des distances jusqu'à 10 000 années-lumière. Donc l'année-lumière, elle prend la distance que la lumière parcourt en un an. Mais c'est 1/10 de la taille de la galaxie. La galaxie fait 150 milliards d'années-lumière en diamètre. Donc en fait, on peut détecter des planètes dans le voisinage solaire. Il y a combien de galaxies? Les galaxies, c'est 100 milliards. À peu près, il y a 100 milliards de galaxies dans l'univers, chacune avec environ 100 milliards d'étoiles. C'est possible. Je suis à 100 milliards. C'est toujours le même chiffre. On ne connaît absolument rien des autres galaxies? Non, absolument pas. Non, les autres galaxies, c'est trop loin pour pouvoir... On peine même à identifier, à voir les étoiles individuellement des autres galaxies, parce qu'elles sont loin. Quand on voit la luminescence globale de ce disque d'étoiles qui est la galaxie, mais on ne peut pas distinguer les étoiles une par une, et donc on ne pourra jamais détecter des exoplanètes sur les autres étoiles, dans les autres galaxies. On a estimé le nombre d'étoiles qu'il pourrait y avoir dans notre galaxie? Oui, c'est 100 milliards. 100 milliards d'étoiles. Et potentiellement, donc, autant de systèmes solaires Oui, potentiellement. Déjà statistiquement, en regardant dans notre voisinage à nous, autour de la moitié des étoiles, on trouve quelque chose. Donc la moitié des étoiles ont des planètes qu'on voit. Dans l'autre moitié, on ne voit rien, mais comme peut-être c'est simplement des planètes plus difficiles à détecter. Comme je disais, bon, une Terre, à une distance d'une unité astronomique, on ne la verrait pas encore. On la verra avec les nouveaux instruments. Donc, on pense en fait que la formation des planètes est un processus assez standard. Quand une étoile se forme, elle est forcément entourée d'un disque, des gaz et des poussières. C'est les lois de la physique et de la mécanique qui les disent. Laplace l'avait déjà compris au XVIIIe siècle. Et à partir de ces disques, les solides dans les disques commencent à s'agréger et forment des objets plus ou moins petits. Après, bon, évidemment, il y a beaucoup de lois d'hasard et donc à partir de ces principes de base, l'évolution, la forme planétaire peut prendre différentes routes. Et donc, dans certains systèmes, on se trouvera avec des systèmes comme le système solaire, dans d'autres, on trouvera des super-terres, dans d'autres, on trouvera des super-planètes géantes. Les planètes, quand elles se forment, elles ont tendance aussi à migrer.
Donc on peut avoir des structures finales planétaires qui sont complètement chamboulées par rapport à la structure que nous connaissons chez nous, qui a les planètes telluriques près du Soleil et les planètes géantes loin du Soleil. Souvent, il y a des planètes géantes très près du Soleil, très près de l'étoile, beaucoup plus près de leur étoile que Mercure est du Soleil. Alors que notre Jupiter à nous est à 5 fois la distance du Soleil. Donc évidemment, dès que les planètes commencent à se former, interagir entre elles, interagir avec les disques, il y a une panoplie d'évolutions possibles. C'est ce qu'on appelle les chaos. Le chaos est très bien caractérisé mathématiquement. Donc ça décrit la panoplie d'évolutions possibles en partant des conditions initiales infiniment proches. Donc c'est un système irrégulier et si je change mes conditions initiales d'un tout petit peu, j'obtiendrai un résultat qui est juste un tout petit peu différent. Ça c'est la conception d'un système régulier. Si un système est chaotique, dès que je change mes conditions initiales d'un tout petit peu, je vais obtenir un résultat complètement différent. Et bon, voilà, donc la vie par exemple est complètement chaotique, la vie de chacun de nous est complètement chaotique, ça suffit de rencontrer une personne au bon moment et notre vie change complètement. Donc c'est un bon prototype pour expliquer ce que c'est un système chaotique. Or la formation planétaire est un système chaotique, il n'y a pas de doute là-dessus. Et le résultat est que les systèmes planétaires qu'on voit dans la galaxie sont très différents entre eux et très différents d'une autre. Et donc, le paradigme aujourd'hui en planétologie, c'est expliquer cette diversité planétaire. Est-ce que notre système solaire s'est construit de façon chaotique également? Absolument, hein, absolument. Donc, il y a eu la création des planètes, il y a eu des collisions planétaires, la formation du système planétaire est très violente, et donc il se passe des collisions gigantesques. On a trace dans notre système solaire au moins 2 grandes collisions. L'un est celle qui a engendré la Lune, parce que bon, notre planète a une grosse lune, tout le monde connaît. C'est la seule planète à avoir une lune si grosse dans tout le système solaire. Et aujourd'hui, on pense, on est sûr, parce qu'en regardant la composition de la Lune par le biais des échantillons ramenés par les astronautes, que la Lune est née, en fait c'est un morceau de terre éjecté dans l'espace. Et pour faire ça, il faut que la Terre naissante ait subi une grosse collision avec un autre corps qui avait à peu près la taille de Mars. Et là, je vais vous montrer une animation. C'est pas un film de science-fiction, c'est une véritable animation à l'ordinateur de comment se passe ce type de collision. Là, vous voyez la prototerre, ici vous voyez l'impacteur, donc la taille de Mars par rapport à la taille de la Terre. Et cette collision éjecte une grande quantité de matière. Vous voyez la Terre qui se déforme. Il y a tellement d'énergie dans ces collisions que la Terre fond et devient très plastique. Et donc il y a de la matière qui est éjectée autour de la Terre et cette matière forme un disque. Et c'est à partir de ces disques qu'on forme la Lune. Et c'est ainsi qu'on arrive à expliquer pourquoi la Lune a des caractéristiques si semblables au manteau terrestre. Mais qu'est-ce qui a percuté la Terre? C'était une autre protoplanète qui, en percutant la Terre, a disparu. Parce que les planètes se forment hiérarchiquement. Disons, au départ, on n'a que des poussières. Donc les poussières commencent à s'agréger, ils forment des objets d'une centaine de kilomètres, qu'on appelle des planétésimaux. Après, ces objets, en rentrant en collision entre eux, fusionnent pour former des planètes plus grandes. Donc à chaque étape, on a des planètes. Mais si on recule dans les temps, les planètes sont de plus en plus petites, de plus en plus nombreuses. Et après, c'est par leur collision mutuelle qu'elles se réduisent en nombre et grandissent en taille. Parce qu'elles fusionnent entre elles. Donc ça serait la collision qui a donné origine à la Lune, c'est la dernière grande collision que la Terre a subie, qu'on arrive à dater. Elle a eu lieu environ il y a 4,5 milliards d'années, c'est-à-dire à peu près 60 millions d'années après la formation du Soleil. Et on arrive à les dater en regardant les compositions isotopiques de la Terre, de la Lune. La géochimie est très riche et permet, par les biais de certains éléments radioactifs, de dater certains événements très énergétiques comme la formation de la Lune. Et l'autre grande collision qui a eu lieu dans les systèmes solaires est très loin de chez nous, concerne Uranus. Uranus a un axe de rotation qu'au lieu d'être à peu près orthogonal à son orbite, comme c'est le cas par exemple de la Terre, a un axe de rotation qui est incliné de 90 degrés. Donc en fait, Uranus ne tourne pas sur elle-même pendant qu'elle tourne autour du Soleil, elle roule sous son plan orbital. Et là aussi, bon, expliquer cette grande obliquité nécessite que Uranus subit une collision avec une planète
de protoplanètes d'une masse de l'ordre de 2-3 masses terrestres. Donc là aussi, sans doute, dans les systèmes solaires externes, au départ, il y a des protoplanètes qui se sont formées de quelques masses terrestres seulement, et ensuite ces protoplanètes ont fusionné entre elles pour former un nombre plus réduit des planètes plus grandes, telles Uranus et Neptune. Uranus a donc une lune, ou au moins une? Uranus, oui, toutes les planètes géantes ont des lunes, même beaucoup, mais sont très petites par rapport à la masse de la planète. L'exceptionnalité du système Terre-Lune, c'est ce rapport des masses qui est vraiment gigantesque. La Lune est 1/100e de la masse de la Terre. Bon, 1/100, c'est pas grand-chose, mais c'est énorme par rapport à ce qu'on voit autour des autres planètes qui ont des lunes très petites. Donc Mars a 2 lunes, mais elles sont très très petites, quelques dizaines de kilomètres seulement en taille. Et Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune ont beaucoup de satellites. Certains sont gros, certains sont même plus gros que la Lune, mais la planète centrale est beaucoup plus massive que la Terre. Donc les rapports entre la masse centrale de la planète et la masse des satellites est beaucoup plus extrême que dans les cas terrestres. Notre Terre soit heurtée à nouveau par une planète, peut-être par un astéroïde, ou ceci est peu probable? Alors les planètes, non, parce que maintenant il y a peu de planètes, elles sont bien sous leurs orbites, elles sont stables, au moins pour des temps de l'ordre de milliards d'années. Donc il n'y a pas de souci. Les astéroïdes, oui, parce qu'il y a beaucoup d'astéroïdes et la plupart d'entre eux sont bien confinés entre l'orbite de Mars et l'orbite de Jupiter, mais par une série de mécanismes, de temps en temps des astéroïdes s'échappent de la ceinture des astéroïdes entre Mars et Jupiter, acquérissent des orbites plus excentriques, intersectent les orbites des planètes telluriques et de temps en temps elles les percutent. Donc on voit sur la surface de toutes les planètes telluriques, en particulier sur la surface de la Lune, des cratères. C'est des cratères d'impact, ça veut dire que de temps en temps, des objets de taille variable, jusqu'à quelques dizaines de kilomètres, percutent les planètes. Alors les tout petits objets sont plus nombreux, percutent les planètes plus souvent, c'est ce qu'on appelle les météorites, et heureusement qu'il y en a, parce que la plus grande source d'informations sur l'origine du système solaire nous vient des météorites. Et les très grands impacts sont très rares. Donc, un astéroïde de 10 km qui impacte la Terre a lieu tous les 300 millions d'années, 400 millions d'années. Et bon, quand ça a lieu, c'est très grave. Hein, c'est le cas de l'extinction des dinosaures. C'est confirmé l'extinction? Il y a certainement eu un grand impact au moment de l'extinction des dinosaures. Alors après, il y a toujours quelqu'un qui dit c'est une coïncidence, c'est pas ça qui a tué les dinosaures, c'est plutôt des éruptions volcaniques étendues au niveau de l'Inde, les trappes du Dakar. C'est vrai qu'il y a eu ça aussi au même moment. Et c'est pas exclu que les choses soient liées non plus. Soient liées parce qu'en fait, un impact majeur, un objet de 10 km sur Terre, change un peu la géophysique de la Terre. Et donc peut engendrer des phénomènes de volcanisme prolongés. On n'est pas sûr de ça, mais le fait qu'il y ait eu les deux choses, une à la suite de l'autre, en si peu de temps, fait penser qu'il y a peut-être un mécanisme de cause-effet. L'impact d'abord, ces grandes éruptions qui ont continué pendant des millions d'années, et certainement ont chamboulé les climats sur une échelle de temps très rapide, et les évolutions climatiques drastiques et rapides sont très dangereuses pour la vie. Est-ce que la Terre a livré tous ses secrets? Pas vraiment, parce que, bon, en grande ligne, oui, donc on sait que la Terre s'est formée sur une échelle de temps de 60 millions d'années, mais il y a encore des choses qu'on ne comprend pas très bien. Par exemple, on ne comprend pas d'où vient toute la matière qui a à la fin composé la Terre. Disons, si la Terre ne s'est pas formée à partir d'une matière homogène, mais elle a traité des matières, des compositions différentes à des temps différents. Et donc l'enjeu est d'essayer de comprendre d'où vient cette matière à différentes étapes, à différents moments, d'où vient l'eau par exemple, parce que l'eau n'était pas ici. Les disques protoplanétaires à la distance Terre-Soleil étaient trop chauds pour qu'il puisse y avoir de l'eau dans les constituants primaires de la Terre. Donc la Terre doit avoir acquis son eau à partir d'un certain nombre de corps qui venaient de plus loin dans le système solaire et qui ont percuté la Terre pendant la formation de la Terre. Excusez-moi, vous voulez dire par là qu'au départ, la Terre n'avait pas d'eau? Au départ, les matériaux qui étaient à la distance Terre-Soleil n'avaient pas d'eau. Et ça, on le sait pertinemment parce que les planètes, les astéroïdes qui restent les plus près de la Terre n'ont absolument pas d'eau. Et donc l'eau vient de plus loin.
Elle a été apportée par des corps qui se sont formés plus loin, dans des régions du disque protoplanétaire qui étaient plus froides, et donc ont pu incorporer beaucoup d'eau dans leurs roches. Et une partie de ces corps, grâce à la formation de Jupiter, a été envoyée du système solaire lointain vers le système solaire proche. Pourquoi grâce à Jupiter? Parce que s'il n'y avait pas eu Jupiter, ces objets seraient sans doute restés là. Et la formation de Jupiter, avec ses grandes masses, chamboule un peu toute la distribution des corps autour d'elle. Et donc, c'est par l'émergence de Jupiter que la Terre a pu recevoir ce flux de matière qui vient du système solaire extérieur. Vous voulez dire par là que l'eau circule dans l'univers? L'eau elle se dépose. L'eau est partout dans l'univers, même dans les nuages interstellaires. C'est une des molécules les plus abondantes après l'hydrogène et l'hélium. Et les corps du système solaire, au-delà d'une certaine distance, quand on va, disons, plus loin que 3 fois la distance Terre-Soleil, donc 450 millions de kilomètres, sont très riches en eau. Et certains météorites qu'on reçoit sont très riches en eau. Il y a des corps dont la moitié de la masse est faite d'eau. Pour la Terre, vous voyez une énorme quantité d'eau ici, mais ce n'est pas grand-chose en fait. La masse totale de l'eau sur Terre, même si on considère l'eau enfouie dans les manteaux terrestres, c'est même pas 1/1000e de la masse de la Terre. C'est à peu près 1/100000e de la masse de la Terre. Donc c'est très peu. Alors que des corps lointains, eux, ont 10%, 50% de leur masse en eau. Mais normalement, les matériaux qui se sont formés ici à la distance Terre-Soleil, à la distance Terre-Soleil, n'avaient pas d'eau du tout. Donc même avoir ces 5 millièmes des masses terrestres en eau est une sorte d'anomalie et requiert que la Terre ait pu accréter pendant sa formation une fraction de sa masse, de l'ordre de 1-2% de sa masse, à partir des corps qui viennent de très loin, disons de la région des planètes géantes, de la région de Jupiter. Alors on parle beaucoup de la conquête de Mars, de la curiosité qu'elle éveille chez nous. En quoi cette conquête serait scientifiquement intéressante? Ça va être très scientifiquement intéressant parce que la meilleure façon pour comprendre comment une planète s'est formée, c'est d'en avoir des échantillons. Parce que les échantillons peuvent être étudiés au laboratoire, et dans les laboratoires on a des machines extraordinaires qui peuvent analyser la matière au niveau nanométrique, trouver des éléments très rares, des éléments radioactifs, permettre de radier. Donc, si aujourd'hui on connaît beaucoup sur la naissance de la Lune, sur l'origine de la Lune, c'est grâce aux missions lunaires. Les astronautes ont été sur la Lune, ont ramené des échantillons. Donc aller sur Mars permettrait de récolter des échantillons, les ramener sur Terre pour faire des études. Actuellement, Mars est étudié par des missions robotiques, c'est le fameux rover, etc. Mais bon, un robot n'a pas la même instrumentation qu'on a dans les laboratoires. C'est une question de poids. Hein. Les grands spectromètres des masses qu'on a dans les laboratoires pèsent des tonnes. Alors, vous ne pouvez pas envoyer des engins qui pèsent des tonnes sur Mars. Donc c'est des mini-instruments qu'on envoie sur Mars, donc on fait le possible. Mais évidemment, si on avait des éléments, des roches de Mars ici, ça serait mieux. Alors on les a en fait, parce qu'il y a les météorites. Les études sont faites avec le repos depuis Mars. Oui. Les matières ne sont pas... Ah non, exactement. Donc la matière analysée sur place, et c'est les résultats qui sont envoyés par communication radio sur Terre. Après, on a des échantillons de Mars, c'est des météorites. Parce que Mars nous envoie des roches. Il y a des météorites martiennes. Quand Mars est percuté par des astéroïdes, il y a des roches martiennes qui sont envoyées dans l'espace. Et au bout de quelques dizaines de millions d'années de voyage, certains tombent sur Terre. Très rares, sont très chers, les météorites plus chères sur les marchés. Mais le problème est que, bon, on sait qu'elles viennent de Mars, mais on ne sait pas de quelle partie elles viennent de Mars. Quand on trouve un caillou quelque part sur la Terre, comment on sait que c'est une météorite et comment on sait que cette météorite vient de Mars? Alors, que c'est une météorite, déjà on le voit parce que la météorite est altérée par les passages à travers l'atmosphère. Donc la surface de la météorite est brûlée par la friction avec l'atmosphère. Donc c'est la façon de les identifier, vraiment cette croûte de fusion, etc. Et après, en regardant la roche, en étudiant dans les laboratoires, on s'aperçoit que c'est vraiment pas fait des matériaux terrestres. Les rapports isotopiques ne sont pas les mêmes, les rapports chimiques ne sont pas les mêmes, donc c'est sûr que c'est pas terrestre. Après, d'où viennent-elles? Ça, c'est un gros problème, et pour beaucoup de météorites, on ne sait pas très bien d'où elles viennent. Mais pour Mars, on le sait, parce que
il y a des météorites qui ont une composition isotopique de l'oxygène, hein, parce que les isotopes, à chaque fois qu'on a un élément, souvent en nature, il existe plusieurs versions du même atome avec des poids différents. Donc, par exemple, l'oxygène, normalement à 8 protons ou 8 neutrons, on appelle l'oxygène 16, 8 plus 8, hein, protons plus neutrons, mais il y a aussi la version oxygène 17, oxygène 18, donc c'est des atomes d'oxygène qui ont toujours 8 protons, mais ont 9 ou 10 neutrons. Et on compte les rapports entre les atomes à 10 neutrons, les atomes à 9 neutrons et les atomes à 8 neutrons. Ça commence à être difficile. Ça commence à être difficile, mais donc c'est une carte d'identité, si vous voulez. C'est ça qu'il faut retenir. Chaque corps a des rapports différents. Et sur Mars, on sait que les rapports grâce aux robots. Donc les sondes Viking qui ont atterri sur Mars déjà dans les années 70 ont mesuré ces fameux rapports sur Mars, qui est différent que sur la Terre, qui est différent sur les astéroïdes. Et on a des roches qui ont exactement les mêmes rapports. Est-ce qu'il y a des endroits particuliers où tombent les météorites sur la Terre? Non, elles tombent partout avec la même fréquence. Mais il y a des endroits où on peut les trouver plus facilement parce qu'elles sont préservées. Et des endroits, évidemment, on ne peut pas les trouver parce que c'est des forêts, c'est l'océan, c'est des régions où il y a une forte érosion climatique. Donc les météorites se trouvent un peu partout, hein. On les voit tomber, on les trouve en France. La météorite la plus fameuse, Orgueil, est tombée en France. Mais les grandes zones pour chercher les météorites sont l'Antarctique et les déserts. Et parce qu'on cherche des régions en fait, où il y a très peu d'érosion climatique, il y a très peu d'eau liquide, parce que l'eau liquide est terrible, ronge tout. Donc en Antarctique, il n'y a pas d'eau liquide parce qu'il fait trop froid, et dans les déserts, il n'y a pas d'eau liquide parce qu'il ne pleut pas. Et donc c'est ça les deux régions où on va chercher des météorites. Et donc on les trouve parce qu'elles ont une forme, elles sont toutes noires? Oui, c'est ça. On les voit à l'œil, on reconnaît que c'est quelque chose d'anormal. Et donc on les prélève. Après, évidemment, il y a une confirmation au laboratoire, mais avec une confiance à 95%, un chercheur expert, un géologue reconnaît une météorite, simplement en la regardant, en chantant. Oui, il y a des collections météorites un peu partout dans le monde, parce que les météorites, c'est vraiment notre messager le plus important pour comprendre la formation du système solaire. Et j'en profite donc pour dire qu'à Paris, au Musée national d'histoire naturelle, la prochaine grande exposition, celle qui démarre en mi-octobre 2017 jusqu'à juin 2018, sera sur les météorites. Et donc, c'est un grand expo qu'on est en train d'organiser. Je suis membre du conseil scientifique de l'expo. Et c'est quelque chose, bon, j'espère être très clair, intéressant pour du public varié, qui est des enfants aux adultes, et qui donc ouvrira cette porte, je crois, les vernissages le 14 octobre 2017. Est-ce qu'on a trouvé des météorites dans notre région? Notre région n'est pas très bonne pour trouver des météorites, parce que c'est une région, assez broussaillée, mais il y a des météorites qui sont tombées dans notre région. Il y a une météorite qui est tombée pas très loin, au 19e siècle, et qui est d'ailleurs visible dans un musée, mais je ne sais plus dans quel village. Je passe. Mais oui, les météorites tombent partout avec la même fréquence, donc il faut simplement avoir de la chance, être au bon moment. Disons, c'est une région où c'est pas facile de trouver une météorite une fois qu'elle est tombée. Il y a deux façons de trouver les météorites. Soit on les voit tomber, alors on les voit tomber, on va les chercher. Elles sont grosses? Météorites, typiquement, il y a un peu de toutes les tailles, mais météorites, ça à peu près, ça, c'est ce type de taille-là. La météorite la plus grosse qu'on a sur Terre, c'est les météorites d'Oba en Namibie, qui fait 2 mètres de diamètre. C'est la météorite la plus grosse qu'on a sur Terre. Donc quand on les voit tomber, on va les chercher, donc ça c'est partout pareil. On peut même tomber sur une ville. Mais après, la plupart des météorites, en fait, on ne les voit pas tomber, ils sont tombés il y a des années, pendant que personne ne regardait, etc. Et on les trouve comme ça dans les champs. Et ça, donc, dans des régions comme la nôtre, plein d'arbres, buissons, etc., c'est presque impossible de trouver. Donc, soit on la voit tomber, une météorite dans notre région, on va la prendre, mais s'il est tombé et personne ne l'a vu, c'est pas possible de la trouver. Alors que dans des terrains étendus désertiques, soit dans des déserts rocheux, soit des déserts de glace comme l'Antarctique, on le voit, ils sont là à la surface. Et il n'y a rien qui empêche leur vue, donc on les identifie à vue d'œil par leur couleur. Sur un autre registre, est-ce que vous pouvez nous dire si vous, personnellement, vous croyez en l'existence de la vie ailleurs que sur Terre? Je pense que tous les astronomes croient à l'existence de la vie ailleurs sur Terre, là où, parce que
Comme je disais, il y a 100 milliards d'étoiles, 100 milliards de galaxies. Donc imaginez que tous les mécanismes qui donnent origine à une bonne planète qui puisse abriter la vie, et puis à la vie sur cette planète et lieu qu'ici, c'est invraisemblable. Si c'est arrivé ici, bon, ça, vous avez des convictions particulières pour dire que la Terre est un endroit privilégié, parce que bon, c'est comme ça, mais sinon, si c'est arrivé ici, ça doit arriver. La grande question est quelle est la probabilité que ceci se produise. Et là, les scientifiques divergent. Et moi, je suis parmi un de ceux qui pensent que la probabilité est assez faible. Et déjà, du point de vue de la formation d'un système solaire comme le nôtre, d'une Terre comme le nôtre, je pense pouvoir affirmer que la probabilité est assez faible. Et après, l'émergence d'une vie sur la planète, on n'en sait rien, donc ça risque d'être très faible aussi. Il faut savoir que sur Terre, la vie a émergé une seule fois. On n'a pas eu beaucoup d'émergence de vie individuelle. Toute la vie sur Terre partage les mêmes ancêtres communs, qu'on appelle le LUCA, Last Unified Common Ancestor. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas anodin. Ça veut dire que toute la vie qu'on a sur Terre découle par les biais de l'évolution d'un seul épisode d'émergence de la vie. Donc si c'était si facile que ça de fabriquer la vie, ça aurait émergé 10 fois, 100 fois, et on aurait beaucoup d'espèces sur Terre qui ne partagent pas les mêmes principes, les mêmes codes génétiques, les mêmes façons de stocker l'énergie, etc. Et on n'aurait pas un ancêtre commun. On sait quand est-ce que ça s'est produit, ça? Non, parce que malheureusement, il n'y a pas de roches sur Terre qui sont plus anciennes de 3,8 milliards d'années. Donc déjà, on n'a pas de support très ancien. La Terre est née il y a 4,5 milliards d'années. Il y a les roches les plus anciennes, elles ont 3,8 milliards d'années. Pendant les premiers 700 millions d'années, les roches ont complètement été refondues, recyclées, etc. Donc il nous manque un support très ancien pour trouver la vie. Alors les premières formes de vie vraiment avérées, sûres, on les trouve à des 3 milliards, 3 milliards 2, mais il y a des traces isotopiques qui montrent que la vie existait déjà il y a 3,8 milliards d'années. Elle ressemblait à quoi, cette vie? Bon, c'est une bactérie, hein, au niveau des bactéries. Mais donc, avant 3,8 milliards d'années, on ne sait rien, parce qu'il n'y a pas de support, il n'y a pas de roche, donc il nous manque des informations. Donc la vie est apparue assez rapidement, mais elle est apparue une seule fois sur Terre. Donc ceci suggère aussi que même l'apparition de la vie, même si la planète est bonne, soit un événement rare. Donc vous combinez des événements rares et ça devient un événement très rare. Alors quand vous avez un événement très rare, il ne faut pas désespérer, c'est un peu comme jouer à la loterie nationale. Vous gagnez à la loterie nationale, vous avez une probabilité infinitésimale. Vous avez acheté des billets, toujours perdu, j'imagine. Mais vu qu'il y a toute la nation qui joue, à chaque loterie nationale, il y a quelqu'un qui gagne. Et c'est la même chose pour les étoiles. Donc si former une bonne planète qui puisse abriter la vie et qu'après la vie commence à émerger sur cette planète à une probabilité faible, disons 1 sur 1 milliard, c'est un chiffre que j'invente, s'il y a 100 milliards d'étoiles qui jouent à ce jeu, il y a 100 gagnants. Là, le point est que si c'est très rare, il est vraisemblable que l'étoile qui est gagnée à ce jeu soit très loin de chez nous, parce que le nombre d'étoiles augmente avec le cube de la distance. Je ne veux pas vous poser de questions existentielles, mais dans votre travail, est-ce que parfois vous avez une conscience assez singulière qui pourrait vous amener à la preuve de l'existence de Dieu, ou au contraire, la preuve que Dieu n'existe pas au travers vos calculs? Non, on ne peut pas avoir des preuves ni dans un sens ni dans l'autre. Et je dirais, dans la communauté scientifique, il y a un peu toutes les positions. Il y en a clairement des athées, et il y en a qui identifient. Alors, ce n'est pas la religion, la lecture des textes stricts, etc. Ça, évidemment, ça me fait rire. Il y a encore un fondament dans les textes. Mais identifier, disons, c'est une espèce de religion de la nature. On est tellement émerveillé devant l'univers qu'on identifie l'univers lui-même comme quelque chose de surnaturel. Donc Einstein était très religieux, comme tout le monde le sait, et Einstein, même s'il était juif, disait que la religion terrestre qui s'approche le plus à la religion des scientifiques est le bouddhisme.
parce que c'est justement la religion qui n'identifie pas une divinité bien spécifique, mais identifie des divinités partout. Et en fait, la vraie divinité est la nature, le cosmos. Et c'est un peu l'attitude des scientifiques qui ont un peu un sentiment, un peu mystique. Mais il y a des scientifiques qui sont tout à fait athées et qui disent, bah, regardez, en fait, Dieu recule devant la science. Quand on ne comprend pas, on met Dieu, et puis plus tard on comprend, donc on dit, ah non, ça c'est pas Dieu, ça c'est la loi de la physique. Ah oui, mais là on ne comprend pas, ah oui, donc ça c'est Dieu, etc. Donc Dieu recule devant les avancées de la science. C'est vrai aussi, historiquement, c'est un peu ce qui s'est passé. Donc la question est ouverte, les scientifiques ne peuvent pas prétendre vous apporter une réponse, ni dans un sens ni dans l'autre. Donc chacun est libre de croire. Est-ce que vous nous confirmez que l'univers est infini? Alors oui, l'univers est infini et fini à la fois, dans le sens que bon, l'univers c'est quelque chose de compliqué, c'est très, à la différence des planètes, on connaît, donc on peut les imaginer, ça ne défie pas notre imaginaire, l'univers défie notre imaginaire. Déjà l'univers n'est pas défini dans l'espace, simplement à 3 dimensions, il est défini dans quelque chose qui a 4 dimensions, que l'espace-temps. Et donc l'univers est forcément fini parce qu'il a un âge fini. Donc l'univers est né il y a 14 milliards et demi d'années. Il y avait quoi avant? Il n'y avait rien avant, parce qu'avant l'univers, on ne peut même pas se poser la question de ce qu'il y avait avant, parce qu'il n'y a pas de il n'y a pas la physique, il n'y a pas les lois naturelles. L'univers est l'ensemble de la matière, de l'énergie et des lois qui les régissent. Donc avant l'univers, cette question n'existe pas. Et c'est un peu comme la question qu'est-ce qu'il y avait avant Dieu, quoi, qui a créé Dieu, voilà. C'est exactement la même chose. S'il n'existe pas, la réponse est toute trouvée. Ouais. Oui. Et après, dans l'espace physique des 3 dimensions, hein, X, Y, Z, l'univers est infini. Mais il est fini dans l'espace à 4 dimensions, l'espace-temps. C'est-à-dire que la 4e dimension, c'est l'espace-temps. Oui, c'est la composante temporelle. En fait, pour nous, le temps est différent de l'espace. C'est vraiment quelque chose qui n'a rien à voir. Mais à l'échelle de l'univers, c'est une dimension comme une autre. L'univers a vraiment 4 dimensions et pas 3. Je n'ai pas très bien compris. Oui, non, c'est normal. C'est pour ça que moi aussi je suis planétologue et pas cosmologue, parce que la cosmologie c'est vraiment un casse-tête énorme. Et, ouais. Je vais peut-être passer aux questions dans la salle, je suis sûre qu'elles sont nombreuses. Il y a des doigts qui se lèvent tout de suite. Bonjour. Chantal, qu'est-ce que vous nous dites à propos des 7 planètes jumeaux qu'on a entendu parler beaucoup à la télévision? Je vous les montre. Je vous les montre. Alors, est-ce que vous pensez vraiment, c'est très difficile, c'est trop loin pour comprendre s'il y a quelques formes de vie déjà? Notre TRAPPIST est un système exceptionnel parce qu'il est très proche de nous. Donc en fait, c'est ça? Ouais, voilà. Donc ça c'est les schémas. Donc on voit en bas les systèmes solaires. Donc le Soleil au centre, Mercure, Vénus, la Terre et Mars. En haut, il y a les systèmes TRAPPIST 1, sous les journaux on parlait. Donc vous avez là une mise à l'échelle. Hein. Donc ça, c'est une image 25 fois agrandie. Donc tous ces 7 planètes rentrent là-dedans, hein, à l'échelle du système solaire. Donc c'est un tout mini système planétaire, beaucoup plus petit que la distance Soleil-Mercure. Et dans ces systèmes, il y a 7 planètes qui ont à peu près la taille de la Terre. Là, dans les dessins, les tailles des planètes sont à l'échelle. Donc vous voyez qu'il y a des planètes de taille terrestre et des planètes un peu intermédiaires entre la Terre et Mars. Donc ces systèmes ont des planètes beaucoup plus près de leur étoile, mais l'étoile est minuscule. C'est une étoile qui pèse seulement 8% de la masse du Soleil. Donc elle n'est pas très brillante, donc elle n'est pas très chaude. Et donc, même si ces planètes sont beaucoup plus près de leur étoile que la Terre et du Soleil, leur température, surtout pour les planètes E, F et G, est une température moyenne modérée. Donc, ce sont des planètes qui se trouvent dans la fameuse zone habitable, où en théorie, l'eau pourrait exister sous forme liquide à leur surface. Et cette étoile est très proche du Soleil, donc c'est une étoile qu'on peut étudier relativement facilement. Et ces planètes, donc même si elles ont une taille terrestre, sont relativement grosses par rapport à l'étoile centrale, donc ce qui permet de les étudier davantage. Donc avec la prochaine génération des télescopes,
en particulier les télescopes qui seront lancés l'année prochaine, le JWST, James Webb Space Telescope, qui est un très grand télescope spatial de 3 mètres, qui sera lancé donc l'année prochaine dans l'espace. C'est une réalisation internationale, principalement NASA, mais il y a des contributions de tous les pays, y compris la France, au niveau de l'instrumentation. On pourra étudier les atmosphères de ces planètes. Donc déjà voir s'ils ont une atmosphère, et puis voir quelle est la nature chimique de ces atmosphères. Donc c'est vraiment des planètes, des choix pour des planètes privilégiées pour pouvoir essayer de les caractériser et vraiment déjà voir voilà, quelle est leur nature. Alors que pour beaucoup d'autres planètes, Terre et Super-Terre, vu qu'elles sont très loin, les données sont très bruitées, donc ça sera très difficile à caractériser. Donc ce système est vraiment formidable. Après, il y a des bémols, parce que quand il y a des étoiles, quand il y a des planètes qui sont dans la zone habitable, mais sont si près de leur étoile, il y a des phénomènes, des marées qui se passent entre l'étoile et les planètes. Et les résultats, pour faire court, est que ces planètes montrent toujours la même face à l'étoile, comme la Lune montre toujours la même face à la Terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas de jour sur ces planètes. Il y a un hémisphère où il fait tout le temps jour, un hémisphère où il fait tout le temps nuit. Et donc, la température aussi, l'irradiation solaire n'est pas distribuée uniformément, parce qu'un hémisphère est tout le temps au soleil, un hémisphère tout le temps en l'ombre. Donc, on a beau dire qu'en moyenne, la température est bonne, mais si la moyenne entre les deux extrêmes qui sont trop sévères, voilà, la planète ne sera pas habitable. Donc, mais c'est pas, donc la clé, en fait, c'est l'atmosphère. S'il y a une atmosphère suffisamment épaisse, par les jeux des vents, la température pourra être redistribuée, réuniformisée sur la planète. Même si c'est seulement un hémisphère qui est chauffé et l'autre qui n'est pas chauffé, les vents vont transporter la chaleur de l'hémisphère chaud à l'hémisphère froid. Il y a des vents terribles, on ne peut pas imaginer des vies très hautes, il faudra plutôt des choses ras les sols, mais bon, voilà, c'est possible. Si par contre on voit qu'il n'y a pas d'atmosphère, c'est raté. Déjà parce qu'il y a besoin d'une atmosphère et puis parce que les températures sont extrêmes. Après, il faut voir quel type d'atmosphère, parce qu'il y a des atmosphères qui sont assez favorables à la vie, c'est des atmosphères riches en méthane. Je ne dis pas l'oxygène, l'oxygène n'est pas un constituant primaire de l'atmosphère. L'oxygène qu'on a dans l'atmosphère, c'est un produit de la biologie. Au départ, la Terre, l'atmosphère terrestre n'avait pas d'hydrogène, elle avait d'azote et d'anhydride carboné. Mais beaucoup de planètes, en fait, ont des atmosphères qui sont d'hydrogène. J'ai dit hydrogène, oxygène tout à l'heure. Non, pardon, j'ai mélangé mes pinceaux. L'oxygène dans l'atmosphère terrestre, celle qu'on respire, n'est pas un gaz primaire de l'atmosphère terrestre. Il a été produit par la photosynthèse. Au départ, l'atmosphère terrestre n'avait que de l'azote et de l'anhydride carboné et d'autres constituants mineurs. Mais il y a beaucoup d'exoplanètes qui ont une atmosphère complètement différente, une atmosphère d'hydrogène. C'est du gaz qui a été capturé du disque circumstellaire. C'est la même matière qui constitue l'étoile, la même matière qui constitue les soleils. Une atmosphère d'hydrogène n'est pas très bonne à la vie. Donc, si on détecte que ces planètes ont une atmosphère d'hydrogène, je pense que, par exemple, même s'ils sont dans la zone habitable, le développement de la vie, c'est raté. Et le fait d'avoir une atmosphère d'hydrogène, avoir une atmosphère plutôt d'azote et anhydride carboné, est symptomatique de combien de temps a mis la planète à se former. Donc la Terre n'a pas une atmosphère d'hydrogène, mais une atmosphère qui est en fait l'issue du dégazage des roches, parce que la Terre a mis beaucoup de temps pour se former. Comme je disais tout à l'heure, la Terre a mis 60 millions d'années pour se former, et c'est notre chance, parce que les disques d'hydrogène autour du Soleil a vécu 3-5 millions d'années. Après, il a disparu, essoufflé par la radiation solaire. Et donc, vu que la Terre s'est formée plus tard, elle n'a pas pu capturer l'hydrogène. Donc, la Terre s'est formée seulement à partir des roches, sans gaz dès le départ. Et après, c'est les gaz qui étaient piégés dans les roches, qui étaient dégazés et qui a formé l'atmosphère terrestre. Donc, un azote, un anhydride carboné. C'est ça qui a permis l'émergence de la vie. Mais si une planète se forme trop vite, et donc elle est finie, assemblée, avant que l'hydrogène qui forme les disques autour de l'étoile s'en aille, cette planète capturera une atmosphère d'hydrogène, et ça sera très mauvais pour ses chances futures de développer la vie. Un astronome comme toi, membre de l'Académie des sciences françaises,
membre de l'Académie royale des sciences de Belgique, et j'en passe, et beaucoup d'autres encore. Donc je vais poser une question un peu périphérique, un peu en touche. Il me semble que depuis quelques années, grâce aux sondes notamment, grâce aux nouveaux instruments de mesure, les nouveaux télescopes qui sont mis en service un peu partout dans le monde, la masse des informations qui arrivent de l'espace, de l'univers, est considérable et arrive à une vitesse exponentielle. Question, comment la communauté scientifique à laquelle tu appartiens parvient à traiter cette masse d'informations, parce que si l'information est exponentielle, la communauté scientifique ne l'est pas. Donc comment faites-vous pour faire face à cette masse d'informations, pour les analyser, les traiter? Disons, en bref, on partage les travaux. Disons, aujourd'hui, la science a complètement changé par rapport au 19e siècle. Même à l'époque, il y avait les savants qui savaient tout, et connaissaient tout, la géologie, la chimie, la biologie. Je suis en train de lire un livre sur Pasteur. C'est incroyable. Pasteur était un géologue au départ. Hein. Ces gens vraiment connaissaient tous les connaissances. Aujourd'hui, ce n'est pas possible, et donc chacun de nous se spécialise sur son secteur, et après, on parle beaucoup entre nous. Donc il y a beaucoup de réseaux, il y a beaucoup de colloques, il y a beaucoup de rencontres, il y a beaucoup de collaborations, parce que chacun doit amener sa pierre, sa connaissance, et c'est la connaissance du groupe qui permet d'avancer, parce que chacun de nous ne peut pas tout synthétiser. Et donc de plus en plus, qu'est-ce qu'on finance? Par exemple, on finance des réseaux de collaboration. Donc, par exemple, j'ai un financement européen avec un géochimiste d'une université allemande. Et ensemble, c'est un couple redoutable, parce que lui, il met toute sa connaissance des géochimiques, moi, j'ai absolument pas. Et moi, j'ai mis ma connaissance des processus dynamiques qui aboutissent à la formation de la planète. Là, bon, voilà, nous sommes ceux qui ont synthétisé les modèles les plus complets sur la formation de la Terre, qui expliquent à la fois ses propriétés générales en termes de masse et d'orbite, mais aussi ses propriétés chimiques et géochimiques. Donc, c'est comme ça qu'on avance. Et bon, il y a beaucoup de scientifiques dans le monde. Hein. À chaque fois qu'il y a des missions, il y a tout un grand nombre de gens qui sont engagés pour travailler derrière cette mission, pour récolter les données, les traiter. Donc, quand les données arrivent, ce qu'on appelle des données brutes, il y a toute une équipe qui traite les données et les rend d'accès plus facile à la communauté. Ces gens-là, bon, une fois que la mission est finie, ils vont faire autre chose. Voilà. Et après, donc, ces données traitées sont à disposition pour la communauté, pour être regardées, pour être analysées. Évidemment, les ordinateurs aident énormément, hein, parce qu'on peut faire des calculs très rapides, des mises en forme de données très rapides. Mais quand même, je dirais qu'à la base, il y a vraiment les partages du travail, les partages de connaissances, qui après revient ensemble par le biais des réseaux de collaboration. Oui, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, s'il y a une quatrième dimension qui concerne la temporelle, qu'en est-il d'une cinquième dimension? Pour le moment, il n'y a pas besoin, disons, la théorie qui régisse la cosmologie reste la théorie de la relativité générale, donc, qui elle utilise les 4 dimensions. Après, il y a des théories alternatives, etc., qui ont 20 dimensions, etc., mais bon, il n'y a rien vraiment qui nous force pour le moment à abandonner la théorie de la relativité générale pour embrasser des théories encore plus compliquées. Juste une petite question plus terre à terre. Vous avez parlé des météorites qui arrivaient sur Terre et qui vous permettaient d'étudier les planètes très lointaines. Je voulais savoir quelle était l'obligation que nous avons si nous en trouvons une. Est-ce qu'il faut la porter? Est-ce qu'on peut la garder? Est-ce qu'on est... Voilà, je sais, comme on a eu sur Kouf, à un moment donné, qui nous a parlé des trésors, j'ai pensé à ça. Non, il n'y a pas de loi, en fait, qui trouve une météorite peut la garder. Après, en fait, il existe un marché des météorites. Il y a des gens qui cherchent des météorites par profession. Parce qu'ils trouvent les météorites et après ils les vendent. Et ils les vendent soit des privés, parce qu'il y a des gens qui collectionnent des météorites, soit au muséum. Et après, il y a des expéditions scientifiques pour chercher aussi des météorites. Et là, bon, les météorites appartiennent à nos laboratoires. Moi, je vais partir en novembre dans le désert de l'Atacama pendant 15 jours pour chercher des météorites. Une expédition française, entièrement française, avec le Muséum d'histoire naturelle et le laboratoire Serrège d'Aix-en-Provence. C'est la première fois que je cherche les météorites directement. Là, évidemment, toutes les météorites seront propriété des laboratoires. Mais il existe des marchands privés et rien n'empêche d'avoir une météorite chez soi. D'accord, merci.
Vous remarquerez que notre Monaco Press Club est extraordinaire. Après un chercheur de trésors, voici un chercheur de météorites. J'avais peut-être une dernière question. Vous avez expliqué, vous avez listé tout à l'heure les planètes du système solaire. Vous avez oublié Pluton? Qu'en est-il de Pluton? Je l'ai laissé à côté exprès parce que Pluton, en fait, était considéré une planète quand elle fut découverte, mais un peu par erreur. Parce que quand on cherchait Pluton, on cherchait une planète parce qu'on pensait détecter des anomalies dans les mouvements de Neptune. Alors, 100 ans avant, on avait détecté des anomalies dans les mouvements d'Uranus et quelqu'un très savant, comme Leverrier, avait déduit à partir de ces anomalies qu'il existait une autre planète qui était Neptune. Il avait même pu calculer où cette planète était et dire aux observateurs de l'époque, regardez là, les observateurs ont regardé et voilà, Neptune a été découverte. Puis on pensait voir des anomalies dans le mouvement de Neptune. Donc rebelote, on dit, ah, il va y avoir encore une 9e planète. Donc on cherchait, mais on ne savait pas trop calculer, c'était un peu confus, donc personne ne savait vraiment calculer où cette planète devait être, à différence de ce que Leverrier avait fait avec Neptune. Donc on cherchait un peu à l'aveugle, on n'a rien trouvé pendant des années, et puis à un moment donné, 1930, paf, on trouve un objet. Et alors on dit, ah, c'est la planète qu'on cherchait, et on pensait que cette planète devait avoir grosso modo 7 masses terrestres. Et après, cette planète a été vue, on a vu l'orbite qu'elle avait, donc on a dit non, c'est pas plus pour perturber les mouvements de Neptune, elle aura plutôt une masse terrestre. Mais après, on a commencé à mesurer mieux cette planète, et son enfant. Pour faire l'histoire longue, faire bref une histoire longue, on sait aujourd'hui que Pluton a une masse qui est 1/10 de la masse de la Lune. C'est rien du tout. La raison pour laquelle il a été vu il y a longtemps, et les gens pensaient que c'était une grosse planète, et qu'elle réfléchit beaucoup la lumière, parce que Pluton est couvert d'une surface, sa surface elle est couverte d'azote gelé. Et cet azote évapore et recondense à chaque période orbitale. Donc il n'a pas le temps de s'assombrir. Parce que si vous avez une surface de glace, par les bombardements des poussières, cette surface devient sombre. Donc on ne réfléchit pas beaucoup le Soleil. Et vu que cet azote sublime, quand on a Pluton, qui est une orbite très excentrique, passe relativement près du Soleil pour régeler après, tous les 250 années, la surface est renouvelée. Donc c'est pour ça que Pluton réfléchit autant de lumière. Donc il a... les astronomes se sont trompés pendant très longtemps. Pluton, c'est un petit corps. Et aujourd'hui, on sait que c'est un petit corps parmi beaucoup d'autres. Au-delà de Neptune, il y a toute une région de petits corps qu'on appelle la ceinture de Kuiper. Donc Pluton n'est même pas l'objet le plus gros, mais seulement un parmi les plus gros. Donc il n'y a aucune exceptionnalité dans Pluton. Et donc Pluton a été déclassé officiellement par l'Union astronomique internationale. Il est considéré aujourd'hui comme un gros petit corps. Mais qu'est-ce qui fait qu'une planète est une planète? Ah ben ça c'est un peu une question sémantique, mais disons on voudrait que les planètes soient vraiment quelque chose qui se distingue de l'environnement. Donc finalement la définition qui a été adoptée par les astronomes est qu'une planète doit avoir suffisamment de masse pour perturber, structurer son entourage. Par exemple, un petit corps ne peut pas rester stablement sur une orbite très proche de la Terre. La Terre a suffisamment de masse pour les chasser ou pour les capturer. Voilà. Et d'ailleurs, les astéroïdes qui croisent l'orbite de la Terre sont juste là à des passages. Ils vivent pendant quelques millions d'années et après sont éliminés. Soit les perturbations par les planètes les envoient collisionner avec le Soleil, soit avec les planètes elles-mêmes, soit on les éjecte du système solaire. Parce que les planètes telluriques sont de véritables planètes, ont une masse, perturbent leur entourage, structurent leur présence, structurent l'espace autour d'elles. Pluton ne fait rien de tout ça. Pluton est enfoui dans une ceinture des petits corps, l'analogue de la ceinture des astéroïdes, mais au-delà de Neptune. Et donc, voilà, il ne se distingue pas de son entourage, et donc on préfère tracer une ligne de démarcation entre les planètes qui perturbent leur entourage et les objets plus petits qui les perturbent. Alors il pourrait y avoir une 9e planète dans le système solaire. Certains de vous doivent avoir écrit sur ça dans vos journaux. En janvier 2016, il a été annoncé qu'il pourrait bien y avoir une 9e planète, ce sera une vraie planète. Ce serait plutôt une super-Terre, hein, quelque chose de l'ordre de 5, 7, 10 masses terrestres, qui se trouve très loin du Soleil, environ à 1000 fois la distance Terre-Soleil. On n'a pas encore vu cette planète, donc on n'est pas certain qu'elle existe. Mais là, on déduit sa présence par le fait que, justement, cet anneau de petits corps qui est au-delà de Neptune, qu'on appelle la ceinture de Kuiper, les plus lointains de ces petits corps
ont une distribution orbitale qui est un peu bizarre, qui n'est pas isotrope, mais qui a des orientations privilégiées, etc. Et qui on ne comprend pas, sauf si on postule l'existence d'une planète beaucoup plus loin. C'est donc quelque chose de très crédible, très sérieux. L'hypothèse a été émise par des astronomes très connus, très sérieux. Et maintenant, la chasse est ouverte par les télescopes pour effectivement localiser cette planète et l'étudier en détail. Donc il pourrait y avoir une 9e planète dans le système solaire, mais on n'est pas encore 100% sûr.